Bien, je vous propose de commencer. Bienvenue, bienvenue à cette table ronde du Césin. Alors, peut-être que je peux présenter le Césin en 30 secondes. Donc, le Césin, le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique, c'est un club utilisateur exclusivement. On y accueille les RSSI de toute entreprise et de toute taille. Et on mène un certain nombre de travaux, de manifestations. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette évolution des organisations à l'horizon. Alors, on s'est arrêté à 2025. Il y en a qui vont plus loin dans leurs prévisions. On a vu des prévisions jusqu'à 2030. Mais bon, moi qui suis un ancien responsable sécurité, qui ne savait pas ce qui allait me tomber sur la tête le lendemain, on a été assez prudent et on s'est arrêté à 2025. Bref, l'idée de cette table ronde, c'est d'un petit peu voir comment évolue notre profession. Alors, il est évident qu'on ne fait plus de la cybersécurité comme on en faisait il y a même 5 ans. Les choses s'accélèrent. On a vu le move to cloud qui est passé par là, et que ce soit pour la sécurité applicative, la sécurité des infrastructures, l'IAM, la supervision, le contrôle de tout ça, tout a été bouleversé, éparpillé façon puzzle, comme dirait un célèbre dialoguiste. Alors, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on contrôle encore quelque chose ? Est-ce que le RSSI est encore à même de contrôler tout ce qui se passe ? Alors, au milieu de tout ça, on voit que la profession de RSSI se rapproche du COMEX, mais on note quelques nominations de cadres dirigeants d'entreprises à ces fonctions-là, qui ne sont pas nécessairement des patriciens. Donc, du coup, on peut se poser la question. Ah, il n'y a plus de... Bon, ça fait rien. Ah, c'est peut-être parce que j'ai appuyé sur... Voilà, appuie sur le bouton. Voilà. Alors, appuie plusieurs fois, parce que quand tu appuies, ça fonctionne. Et tu passes ton temps à appuyer. Toc. Donc, je disais qu'au milieu de tout ça, effectivement, on voit des nominations au sein de grandes entreprises où on nomme plus forcément des patriciens au poste de RSSI. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement les RSSI patriciens, enfin ceux qui sont encore en majorité en poste, resteront cantonnés à des rôles techniques sous la responsabilité d'un cadre dirigeant interchangeable. Dans cette nouvelle gouvernance, alors j'éviterai le plus possible ce mot-là parce que, bon, le mot gouvernance, on y met un peu tout ce qu'on veut, mais bon, je prononce quand même le mot. On a aussi des tendances très fortes à l'externalisation. Il y a quelques années, externaliser la sécurité, c'est un gros mot. Maintenant, c'est presque une règle. Et que ce soit les SOC, mais pas que, on peut s'interroger finalement si le RSSI ne va pas faire comme le DSI d'il y a quelques années et devenir un gestionnaire de contrats d'externalisation, où finalement le poste le plus important sera le juriste qui s'occupera des contrats dans l'équipe sécurité. Donc pour répondre à toutes ces questions, j'ai réuni un panel d'experts qui sont tous les 4 administrateurs du Césin. Alors je voudrais tout de suite couper court à une critique qu'il ne manquera pas d'arriver, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes autour de cette table. Alors je vous dois une explication. Le Césin, c'est 800 membres et on a un peu plus de 90 femmes. Donc, ce qui fait, si vous comptez bien, à peu près 11% de femmes qui participent aux travaux du Césin. Et cette proportion vaut pour le conseil d'administration. On a 2 femmes au conseil d'administration. Et il se trouve qu'il y en a une qui n'est pas disponible pour venir aujourd'hui aux assises, notre présidente, qu'on salue bien bas, Mylène Jarosset. Et puis l'autre qui est dans une table ronde
concurrentes. Et ça montre l'esprit large du Césin. Et du coup, ben voilà, je n'ai réuni que des barbus. Alors, par défaut, on a pris les barbus. Donc, à partir... Alors, je ne sais pas reconnaître ma droite de ma gauche, donc à partir de là, donc j'ai la joie de vous présenter Hervé Dubillot, qui est CISO Group Pomona. Ensuite, Fabrice Bru, qui est directeur cybersécurité de la STEAM plus connue sous le nom des Mousquetaires. Ensuite, Éric Singer, qui est le CISO IMIA de Schneider Electric. Et enfin, Maxime Descombes, qui est CISO du groupe Bell. Alors, je vais commencer par la question à laquelle je vais m'adresser à tous les quatre. Je viens de faire un panorama qui n'est pas très joyeux, finalement, du futur des RSSI, un peu morose. Du coup, est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots votre organisation dans vos entreprises respectives et ce que vous avez pu noter de plus remarquable en termes de changement depuis ces 5 dernières années, on va dire. Alors, je propose que Fabrice ouvre le bal. Allez. Alors, en fait, à la STEAM, on a, nous, organisé un plan de transformation à partir de 2017. Donc, avant 2017, il y avait de la cybersécurité qui était opérée, qui était dans une organisation un peu plutôt technique. Et le nouveau directeur général qui est arrivé à la STEAM, qui est en fait finalement la DSI du groupement, c'est un modèle de gouvernance un peu particulier, les Mousquetaires. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc a jugé nécessaire et utile d'avoir une véritable direction de la cybersécurité. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'était aussi une volonté de la part des patrons de magasins, puisqu'en fait, les Mousquetaires, c'est surtout une coopérative d'indépendants. Et c'est eux qui pilotent l'activité au sens du groupement. Et donc, en fait, ces différents adhérents, ces patrons de magasins, connaissent pas la cybersécurité. Dans l'absolu, si je suis un petit peu extrémistes, je vais dire qu'ils ne veulent pas tellement connaître le contenu parce que c'est trop technique pour eux. Mais ils savent très bien, ils ont très bien compris que la cyber pouvait arrêter leur business. Et donc pour eux, ça devenait un enjeu d'entreprise, un enjeu majeur qui ne devait plus être cantonné non seulement à une activité purement technique. Donc en 2018, il y a eu la direction de la cybersécurité qui a été créée, et qui effectivement aujourd'hui rayonne en transverse sur toutes les différentes activités métiers du groupement. Donc on a 3 grands domaines d'activité. Il y a l'activité alimentaire que vous imaginez tous avec les marques Intermarché et Netto. Il y a une activité équipement de la maison qui est les bricomarchés, les bricoramas, et puis de manière un petit peu plus confidentielle des magasins qui s'appellent Bricocash. Et puis on a une activité mobilité, donc qui sont en fait des garages avec les enseignes Rapide Pare-Brise et Rodi. Et la spécificité du groupement, c'est que nous sommes vraiment du producteur au commerçant. Donc on fabrique dans nos usines, on livre dans nos entrepôts, on transporte via nos transporteurs dans les magasins de nos adhérents. Donc on maîtrise toute la chaîne avec énormément de contrats de partenariat avec des agriculteurs locaux pour sécuriser la matière première. Donc aujourd'hui, c'est quand même 150 000 collaborateurs. Je vous ai dit 60 usines, 60 bases logistiques, du digital, du big data. Et donc nous, là-dedans, on a dû effectivement creuser notre chemin. Et on a fait une direction de la cyber où aujourd'hui, ils sont 23 personnes qui rayonnent en transverse sur le groupement, qui ont gagné beaucoup en connaissances et reconnaissances de la part des adhérents. Voilà un petit peu ce qu'on a réussi à faire ces 5 dernières années. Je passe la main à Maxime. Merci Fabrice. Alors nous au groupe Bell, c'est assez simple. Il y a 5 ans ou à peu près 6 ans, on était dans ce que j'appelle le cyber âge de pierre. On avait une personne qui gérait l'antivirus. Mon prédécesseur
Eric Fichot, ici présent, a mis en place une très belle équipe. Et on s'est renforcé. Et déjà, on a créé un poste de vrai RSSI groupe. Et donc aujourd'hui, nous sommes 7 dans mon équipe, de tout profil. Et je suis, parce qu'on est aussi là pour parler organisation, ça peut paraître un peu surprenant, mais je suis rattaché au CTO, qui est lui-même rattaché à la DSI. Donc c'est assez simple. On n'a pas de hauteur énorme, et on en parlera tout à l'heure, mais l'accès au COMEX, pour moi, reste difficile pour l'instant. Et c'est sur quoi je travaille, en fait, pour essayer d'avoir leur oreille attentive. Merci. Hervé? Alors, pour ma part, c'est une création de poste. Mais avant de parler de l'entreprise auquel j'appartiens, je voudrais faire juste une parenthèse sur ce qui a changé dans les organisations en rendant une part belle aux PME qui maintenant sont de plus en plus équipés de RSSI, du RSSI qui doivent tout faire. Donc je sais qu'ils n'ont pas souvent la voix au chapitre, mais je tenais à souligner ce fait que de plus en plus de PME maintenant s'équipent d'un RSSI et ne dilue pas ses fonctions, ne dilue plus ses fonctions au sein d'une DSI ou au sein d'une société de prestations informatiques qui fait office d'eux. Donc chez Pomona, même si on a déplacé le stade de l'ETI, c'est un peu ce qui s'est passé avec la création de postes, donc un changement quand même majeur. Et ça souligne un fait, c'est que pourquoi cette création de postes? Parce que la cybersécurité est apparue dans la map des risques du COMEX, hein, du PDG. Et ça, même si c'est une création de poste, ça implique un changement, une vision complètement nouvelle. Pour parodier ou pour paraphraser ce qui se disait précédemment, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est tellement grave qu'on ne peut plus la confier uniquement à un RSSI. Donc, en highlightant, en illuminant, on va dire, la cybersécurité comme un risque majeur de l'entreprise, positionné au niveau du COMEX, eh ben, on doit maintenant partager les responsabilités. Le RSSI ne tient plus dans ses mains uniquement la cybersécurité. Par le passé, c'était un besoin, pas un besoin naturel, mais un besoin identifié qu'on cachait sous le tapis et on nommait un RSSI en disant tu fais pour le mieux, tu gères pour l'ensemble. Maintenant, non, c'est trop grave et cette fonction-là, maintenant, il faut accepter de la partager. Donc, c'est le changement majeur que je constate dans l'organisation, c'est que je suis certes porteur de la fonction RSSI, mais on parlera de ce terme peut-être un peu plus tard dans le débat. Mais je dois partager les avis avec d'autres acteurs internes et aussi externes, puisque le PDG, qui lui tient les rênes de l'entreprise, prend les risques, a aussi son oreille qui traîne vis-à-vis de cabinets extérieurs. Hein. On les connaît tous, les Big Four ou les Big Five, si on rajoute McKinsey. Et ces gens-là aussi ont des avis, ont aussi des tendances, ont aussi une influence en matière de cybersécurité, et il faut l'accepter. Alors Eric, sans dévoiler l'organigramme cyber de Schneider Electric, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit différents types d'entreprises. Hein. Schneider Electric, c'est 130 000 collaborateurs, 16 milliards de chiffre d'affaires, spécialiste dans l'automatisation de systèmes d'énergie et de systèmes industriels. C'est vrai qu'il y a 6-7 ans, la cybersécurité dépendait de l'informatique. Et depuis plus de 5 ans, ça a été rattaché justement au niveau du digital. Donc on parlera après ce que c'est l'organisation digitale. Et depuis 2 ans, au niveau du secrétariat général de l'entreprise. Donc le positionnement est à ce niveau-là, avec un périmètre d'action qui prend en compte à la fois l'informatique, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est nos usines, tout ce qui est le développement des offres, de nos produits, tout ce qui est aussi donc les centres de développement, tout ce qui est Internet, et aussi tout ce qui touche au rapport avec les clients, parce que Schneider Electric fait des systèmes pour des clients, bien évidemment, et on a du support client. Et à ce titre, toute cette chaîne de valeur
du développement jusqu'au support client est cybersécure. Et donc ça, c'est ce qui a changé il y a 5 ans environ. Mais du coup, vous l'avez compris, on a autour de cette table des secteurs plutôt retail et industrie. On voit bien aussi entre les grands groupes comme Schneider Electric, où la fonction est établie depuis quelque temps déjà, des groupes comme Pomona, où c'est plus récent, des groupes comme Bell, où effectivement il y a eu un bond en avant récemment, Mousquetaire, les choses étaient déjà établies. Mais du coup, dans vos milieux respectifs, c'est quoi aujourd'hui, en 2022, les enjeux de cybersécurité? Eric, si tu veux continuer. Alors, est-ce qu'on a des enjeux différents? Le premier enjeu, bien évidemment, c'est toujours protéger notre surface d'attaque. Et donc, en fonction des risques de l'entreprise, pouvoir, comme j'ai énoncé les différents types j'ai expliqué la surface d'attaque au préalable, c'est vraiment d'abord faire ça et donc continuer à travailler et augmenter la cyber-résilience et s'assurer de l'hygiène cyber de l'entreprise. Peut-être ce qui évolue en 2022, c'est mettre en place et s'assurer que la génération de confiance qu'apporte la cybersécurité pour l'entreprise. On n'est pas là uniquement pour protéger, mais à s'apporter de la confiance au business, pour l'entreprise, aussi bien pour valider nos produits, pour gérer la vulnérabilité des systèmes qui sont produits, de mettre en place de la gouvernance du code qu'on développe, pour mettre en place aussi la sécurité de nos usines, pour sécuriser aussi nos sous-traitants. Ça, on va en parler. Donc ça, c'est des programmes majeurs qui ont été déployés en 2022. Et plus globalement, je vois l'évolution qui est en train d'être prise chez Schneider. C'est pas uniquement s'occuper de l'entreprise, mais s'occuper de l'ensemble de l'écosystème. Car on n'est pas seul à travailler, on travaille avec d'autres partenaires, on travaille avec des clients. Et si on a un impact cyber chez Schneider, il y en a aussi avec nos clients. Et donc, l'augmentation du périmètre et de cet écosystème, c'est vraiment l'évolution qui est en train d'arriver chez Schneider. Alors, rapidement, Hervé. Oui, alors nous, on n'est pas dans cette gamme d'objectifs. On est avant tout plus pragmatique et surtout très raisonnable dans nos ambitions. Et on les a résumés sur trois groupes qui servent en fait de guidelines de toutes nos actions de sécurité. Si on n'est pas soutenu par ces trois guidelines, ça veut dire qu'on est un peu hors sujet et on est un peu dans le luxe-feu ou le nice to have. Le premier objectif, c'est rassurer le COMEX sur la compréhension des enjeux de l'entreprise. À chaque fois qu'on a une action, un projet, il faut qu'on rapporte ça à leurs préoccupations business. Le deuxième point, c'est le niveau de protection, qui est certes très important, qui doit être certes raisonnable, mais suffisant, mais uniquement intéressé sur le périmètre vital de l'entreprise. On a plein d'activités métiers, on peut même dire que chez Pomona, même si on est grossiste, aucune des activités métiers ne peut tourner sans informatique. Mais l'enjeu, c'est de détecter qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est accessoire, satellite, et focaliser l'ensemble de notre bande passante de travail ou de budget sur la protection des activités vitales. Et le dernier point, c'est tout ça est bien beau. Alors on a une bonne gouvernance, on a un niveau de protection adéquat, mais un jour ou l'autre, on va être par terre. Et donc c'est organiser et préparer un bon niveau de résilience. Mais résilience pas au sens backup, pas au sens duplication des data centers. Non, résilience au sens où tout est par terre, on n'a plus rien. Comment on démarre et avec qui on redémarre? Donc, est-ce qu'on a noué des partenariats avec des fournisseurs pour avoir des passes droits ou accélérer les process de livraison de nouvelles machines? Est-ce qu'on sait remonter un système SAP depuis zéro? Voilà. C'est vraiment ce niveau de résilience-là qui intéresse notre conseil d'administration. Maxime, les enjeux chez Bell?
J'ai pas précisé ce que faisait le groupe Bell, pour ceux qui connaissent pas, mais on fait des marques iconiques comme la vache qui rit, Boursin, que tout le monde a dans son frigo, j'espère. D'excellents produits. Nous, ce sont les joyaux de la couronne. Hein. Nous, on doit protéger notre outil de production. Donc nos enjeux en 2022 et sur les années qui arrivent, c'est vraiment la cyber-industrielle. On fait un énorme focus là-dessus. C'est un milieu qui part d'assez loin, voire de très loin. Il y a une approche différente. Il y a un accompagnement du changement très fort à réaliser. Il faut s'acculturer, nous, à leur métier et eux au nôtre pour avoir le bon discours. Donc ces enjeux sont vraiment autour de la cyber-industrie chez Bell pour que nos usines produisent quoi qu'il arrive. Et si jamais il arrive un incident, dans quelle mesure on va être capable de reconstruire ça rapidement. Voilà. Fabrice, pour conclure sur cette question d'enjeu. Ouais, en fait, je vais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Les enjeux qu'on a nous, bien évidemment, c'est la résilience. En fait, on a de plus en plus de bases logistiques qui sont robotisées, automatisées. Donc, on a des bases logistiques qui préparent jusqu'à 125 000 colis par jour. Donc, autant vous dire que la moindre latence, ça va foutre le bazar. Donc, on a une véritable enjeu sur la résilience. Effectivement, je rejoins Hervé sur résilience et plan de continuité d'activité, plan de secours informatique, plan de reprise d'activité, vous mettez le terme que vous voulez, et gestion de crise. Le deuxième, c'est continuer à accompagner la transformation du groupement. On a énormément de projets, de fusions, d'acquisitions, des gros projets dans notre entreprise qui méritent qu'on les accompagne, et le COMEX nous attend là-dessus. On a des acquisitions très importantes qui sont en cours. On a des ERP qui sont en train de se mettre en place de manière très importante sur tous les flux. Et on attend à ce que ce soit totalement protégé et sain. La troisième, évidemment, c'est de rendre compte à nos adhérents du niveau de protection. Et surtout, non pas seulement effectivement du niveau de protection, mais notre capacité à réagir et à anticiper. Enfin, le troisième, pour nous, c'est surtout un enjeu de stabilisation des ressources. Aujourd'hui, on a un turnover qui est énorme. On a des difficultés à recruter qui sont colossales. Et cette année, par exemple, au sein de la direction cyber, je compte à peu près 70% des équipes ont changé. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on a vécu en 2022. 2023 s'annonce pas mieux. La pandémie a fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant télétravailler 5 jours sur 5 depuis leurs vacances, pardon. Non, en fait, c'est un mauvais lapsus, mais depuis leurs vacances. Non, mais parce qu'en fait, je pensais à la maison de Saint-Flour, donc chez moi, et c'est les vacances, mais voilà. Donc, non, mais et donc du coup, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeunes collaborateurs, soit ils veulent être freelance et ne pas être intégrés, mais du coup, c'est de la perte de savoir pour nous, soit en fait, ils veulent travailler ils veulent quitter Paris pour la plupart. Mais ça ne les gêne pas de travailler à Paris, mais ils imposent un jour tous les 6 semaines. Enfin, moi, j'ai eu récemment quelqu'un qui m'a proposé un jour de présence dans mon entreprise toutes les 6 semaines. Je ne sais pas comment on construit une culture d'équipe. Voilà, mais c'est des choses dont il va falloir qu'on tienne compte et qu'il va falloir qu'on accompagne. Donc pour moi, l'enjeu, il est aussi autour de la stabilisation des ressources. Alors, on en a parlé, et je vous demanderai d'être très rapide sur cette question-là, mais on voit que le risque cyber est dans la lumière. Hein, effectivement, les sujets intéressent de plus en plus le COMEX. Est-ce que du coup, on a parlé tout à l'heure effectivement de l'évolution des organisations, des recrutements. Est-ce que cette mise dans la lumière a eu un impact sur votre rôle, Hervé, peut-être pour commencer? Oui, alors j'ai essayé de faire très court. En 4 points. Le premier point, c'est vrai que ça perturbe le jeu d'influence dans l'entreprise, qui au début s'animait autour d'un débat entre l'infra et la sécurité. Maintenant, je dis, il y a des acteurs extérieurs, il y a la sûreté, il y a le juridique, tout le monde veut faire un peu de cybersécurité, donc les jeux d'influence ont été bousculés. Après, une autre chose qui me gêne particulièrement, c'est l'accélération du temps. Le fait qu'on soit mis en lumière, que le débat soit posé devant le COMEX, exige des réponses, mais immédiates, alors qu'on a besoin de sérénité, de temps pour analyser, comprendre et apporter des réponses. Après,
un troisième point qui perturbe, c'est l'humain, toujours. Alors, il ne faut pas se cacher, hein, il y a 20 ans, on était déjà habitué à travailler avec des incompétents, parce qu'on a tous souvenir de gens qu'on ne savait pas où caser et qu'on mettait la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais sauf qu'ils sont très forts maintenant. C'est des gens qui sont attirés par la lumière et qu'il faut gérer. Alors, il ne faut pas résister, il faut essayer de les embarquer aussi, et ça, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas formé à embarquer ces gens-là dans des programmes cyber en entreprise. Tu vois de quoi je veux parler, hein? Et le dernier point, pour faire très court, bah c'est ce que je disais au début, c'est le partage de responsabilités. Hein. Aujourd'hui, le PDG, il veut plus non seulement connaître des histoires de cybersécurité pour briller en ville, il veut pouvoir agir sur la cybersécurité. C'est quand même lui qui va mettre des manettes de l'entreprise et il veut connaître les jeux de levier en matière de cybersécurité. Connaître les risques, connaître les contraintes du DSI, du digital, pouvoir prioriser les risques, les quantifier, et puis savoir combien il doit dépenser, il doit mettre sur la table pour contrebalancer les risques. Éric, sur l'approche risque, en fait. Hein, pas sur la mise en lumière de la cyber, en fait, voilà, l'impact que ça a ou sur pas l'entreprise, sur ton rôle. Sur mon rôle. Alors, déjà, oui, par rapport au risque, j'aurais bien en revenir. Oui. Hein, c'est peut-être la question posée, Alain. Le risque cyber, c'est un risque d'entreprise et ça va être pris comme tel. Et on travaille uniquement à partir des risques. Et donc chez Schneider, on a défini 4 risques. Hein. Le premier risque, c'est l'impact sur les biens livrés aux clients. Deuxième, c'est la continuité d'activité. On en a parlé, hein, parce que la cyber-résilience est essentielle. Le troisième, c'est tout ce qui est conformité, hein, GDPR ou tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est PCI, DSS. Et puis, bien sûr, le troisième risque essentiel, c'est la fuite de données de propriété intellectuelle. Alors, ces risques, pour commencer à changer mon rôle, sont portés par les membres du COMEX. Et ça, c'est très important, car le groupe CISO reporte ces risques aux membres du COMEX qui se les approprient. Et donc ça change vraiment la gouvernance de la sécurité dans l'entreprise. Et tout ce que l'on fait par rapport aux actions sont orientés autour de ce risque, y compris on fait des simulations d'exercice de crise basées justement sur ces registres de risques. Alors très court, Fabrice. Très court, en fait, au sein du groupement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, comme je vous ai dit, c'est un risque qui est aussi monté au niveau du COMEX. Donc ça veut dire que dans notre modèle de gouvernance, j'ai un adhérent dédié à la cybersécurité. Un adhérent, ça veut dire que c'est un patron d'Intermarché. Ce qui veut dire que c'est avec lui que je construis la stratégie. C'est lui qui fait reporting au niveau du COMEX, c'est notre manière à nous de fonctionner. Donc il parle avec ses collègues adhérents et il explique la sécurité. Donc ça veut dire qu'on est au très bon niveau de l'entreprise. La contrainte, qui est quand même une contrainte que moi je trouve formidable, ça veut dire que vous passez quand même beaucoup de nuits à essayer de vulgariser votre métier. Et ça, c'est quand même salvateur. Quand vous montez un appel d'offres pour expliquer la différence entre un antivirus et un EDR devant un patron d'Intermarché, je peux vous dire c'est sympa, je vous demande de... Vraiment, vous passez de bonnes nuits en fait. Voilà. Mais la bonne chance, c'est que s'il a compris, s'il vous accompagne dans la stratégie, en fait, votre projet part. Parce qu'il sait entraîner le groupement avec vous et il sait convaincre le COMEX. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est vraiment très positif. Et Maxime, en quelques mots, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a eu prise de conscience chez vous. J'imagine que le changement, tu l'as déjà expliqué finalement. Oui, c'est ça. Je commence à avoir une petite oreille attentive côté COMEX. On a une approche par les risques, hein, comme tout le monde. Et, de toute façon, il n'y a que ce message-là qui passe auprès des membres du COMEX et des N-1. Donc, je rabâche, je répète, j'alerte et je demande de l'argent. Voilà. Et après, on bosse. Je voudrais qu'on parle un peu de réglementation. Alors, bon, on avait préparé cette table ronde avant mon déjeuner de midi. Et à midi, j'ai parlé réglementation avec mon voisin de table qui me disait,
qui est donc dans une grande banque française. Voilà. Et il me disait, je ne fais plus de cyber. Je fais de la réglementation. Je réponds à des auditeurs de la BCE, à des auditeurs du contrôle bancaire, je réponds au contrôle interne, je réponds aux audits internes, et je ne fais plus de cybersécurité. Alors, effectivement, les banques et les assurances ont été toujours très fournies, je dirais, en réglementation. Je suis bien placé pour le savoir. Mais jusqu'à une période récente, il y avait quand même un sain équilibre entre réglementation et sécurité. Alors, je ne dis pas que faire de la réglementation, ça n'est pas ne pas faire de sécurité, mais quand on fait de la sécurité check the box, on peut parfois oublier des pans entiers parce qu'il faut mieux répondre à la réglementation que mettre en place le dernier outil qui va vous sauver de la prochaine attaque. Du coup, est-ce que vous avez... Alors, on l'a fait exprès, hein, de ne pas prendre de témoins plutôt bancaires, parce que, évidemment, dans ces histoires de maturité, pardon, ça aurait été le débat aurait été biaisé. Mais vous, du coup, dans des secteurs qui sont un tout petit peu moins réglementés, mais quand même un peu, est-ce que, finalement, vous voyez votre vie, métier, changer avec cette pression, finalement, de la réglementation? Alors, je ne sais pas, Eric, tu peux peut-être commencer, si tu veux. D'accord, ouais. Alors, cette réglementation passe aussi par les relations avec les clients, les fournisseurs. Et la première chose qu'ils nous font pour qu'ils nous comprennent, ils disent: est-ce que vous êtes certifié ISO 27001? Est-ce que vos systèmes, où ils nous envoient des questionnaires, toujours les mêmes, donc souvent par les achats, où il y a plein de questions, et elles sont toutes différentes les questions, mais c'est les mêmes questions quelque part, mais mélangées d'un côté et de l'autre. Il faut y répondre dans un temps record, et après on nous renvoie ça, et on passe beaucoup de temps à répondre à ces questions, pour un retour où il n'y a aucun retour en fait, hein, ou rarement. Donc ça c'est une chose. Or et on demande aussi à nos fournisseurs, bien sûr, des questions. Or on a maintenant une plateforme pour faire ça, pour faciliter. Et c'est basé, bien sûr, sur la réglementation. Alors, je pense à Aide, vraiment. On a mis en place, par exemple, la certification des usines chez Schneider, hein, conforme à la norme industrielle IEC 62443. Et on travaille, bien sûr, sur l'adaptation de la NIS V2. On travaille sur le Cyber Resilient Act, qui sont aussi de pouvoir essayer d'anticiper l'évolution de leur réglementation et comment ça va impacter l'entreprise. Donc c'est, je répète, un bien et un mal dessert, et maintenant ça fait partie intégrante de notre métier. Hervé, tu sens une pression, toi, réglementaire? Moi, je risque de me fâcher avec Eric. Nous, on fait de la vraie sécurité, donc on est à 100 milieux de la réglementation. C'est vraiment très très loin pour nous. Donc, je ne saurais pas trop répondre à ta question. Pour nous, on a plus un rôle de conseiller interne. On essaie d'être le premier conseiller en matière de cybersécurité dans l'entreprise, mais on coche pas de cases. Donc moi, ça me va très bien. C'est pas cocher des cases, mais t'as compris. Non, j'exagère. Fabrice? Non, moi, je rejoins Hervé. En fait, moi, la seule réglementation, c'est effectivement de pouvoir vendre en point de vente, de pouvoir produire dans mes usines. Donc, à part le RGPD, j'ai pas de contraintes particulières. J'avoue que je cherche pas à en avoir. La NIS V2, non? C'est pas... Alors, on entend parler de NIS V2, où effectivement, on a un certain nombre dans la salle qui risqueront d'être services essentiels bientôt. Bon, pour l'instant... Tant qu'on ne l'est pas, j'avoue que je ne cours pas après. Non, les seules réglementations qui me fatiguent, parce qu'on passe beaucoup de temps... Enfin, ce n'est pas vraiment des réglementations, mais c'est des questionnaires auxquels on doit répondre qui sont de plus en plus longs, de plus en plus fastidieux et de plus en plus pénibles. C'est les questionnaires sur les assurances cyber. Ah oui. Voilà, ça c'est un sujet qui devient préoccupant parce que ça prend beaucoup de temps dans les équipes. Hein. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait de quoi je parle.
pour finalement, finalement des contrats d'assurance qui deviennent compliqués. Maxime, j'imagine que tu es logé à la même enseigne. Il n'y a pas trop de pression réglementaire. Pas trop, on en a quand même une. On a une norme un peu spécifique qui s'appelle Food Defense. C'est un truc un peu exotique dans lequel il y a 5 questions sur la cybersécurité qui sont complètement obsolètes, auxquelles je me fais un plaisir de répondre. Et voilà, mais sinon, non, j'ai le bonheur de ne pas être soumis à trop de réglementation, donc ça me va très bien. Alors, j'ai parlé d'externalisation tout à l'heure dans mon introduction. Voilà aussi un pan du paysage qui change en matière de cybersécurité. C'était un sujet presque tabou il y a quelques années. L'externalisation était quasiment un gros mot. Du coup, on est presque dans une situation où c'est devenu la norme et que finalement, la question du ratio entre interne et externe commence parfois à se poser. C'est-à-dire que on a parfois plus dans les équipes d'externes que d'interne. Et ce n'est pas lié qu'à la pénurie de talent. C'est aussi une volonté d'entreprise d'être plus flexible sur le nombre de salariés qu'il paye. Du coup, est-ce que vous avez, je commençais par Hervé, cette sensation justement d'externalisation à tout va? Et comme je disais tout à l'heure, les DSI, maintenant, les rôles les plus importants dans les DSI, c'est les juristes qui gèrent les contrats. Il y en a plus que de responsables d'infrastructure maintenant. Du coup, est-ce que c'est un peu pareil chez vous? Enfin, est-ce que vous sentez cette tendance finalement à l'externalisation? Et puis finalement, en même temps, c'est peut-être une bonne chose aussi. Oui, non, chez nous, c'est pas du tout tabou. Je pense que si c'est tabou, c'est parce que c'est une valeur intrinsèque de l'entreprise et pas forcément une disposition propre à la cybersécurité. Donc chez nous, c'est pas le cas. Après, comme on dit toujours, il faut choisir ses combats. Et donc en matière d'externalisation, nous, ce qui importe, ce qu'on doit garder, c'est le pilotage de la cybersécurité. Donc en fait, on déroule la pelote dans l'autre sens en disant, mais voilà, si je veux piloter ma cybersécurité, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'impartialité dans mes jugements. Donc ça veut dire qu'il faut que je garde une expertise technique sur les sujets. Donc ça exclut forcément l'exploitation, parce que là, c'est chronophage, c'est absorbeur de bande passante et c'est pas apporteur de plus-value en termes de pilotage. Une attention particulière aussi sur des indicateurs qui doivent être irrépudiables. Quand on challenge un fournisseur par rapport à des critères de cybersécurité, ils ne doivent pas être mis en cause. Et puis l'impartialité, quand on fait des pentests, quand on fait des audits, il faut pouvoir savoir de quoi on parle et donc garder cet aspect pilotage. Mais en dehors de tout ça, tout peut externaliser. Mais tu m'avais dit, en gros, quand on avait préparé cette table ronde, que cette question d'externalisation qui pouvait être choisie ou subie, oui. comment tu l'analyses aujourd'hui? Est-ce que l'externalisation subie parce que les sujets techniques sont trop techniques et tu n'as pas les talents pour les traiter, les sujets plus gouvernance, tu n'as pas les ressources nécessaires, etc. Est-ce que finalement on choisit d'externaliser ou c'est plutôt sous la contrainte qu'on le fait? On revient à cette histoire de pression. En fait, on se met en pression dès l'instant où on est en résistance. Si on a conjoncturellement une tendance, il faut suivre la tendance. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un gros souci en matière d'expertise, en matière de main-d'œuvre. Donc si on veut absolument avoir des gens en interne, là c'est sûr qu'on rentre en résistance parce que ça devient très très dur. Donc après, quand on dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, à savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher, qu'est-ce qu'on ne doit pas lâcher. Mais l'idée, c'est surtout pas de rentrer en résistance et plutôt de jouer sous l'influence. On a cédé par le passé pas mal de choses avec l'infra. C'est vrai qu'au début, on se bataillait pas mal avec le CTO pour savoir qui de quoi pilotait le SOC. Aujourd'hui, on est quand même dans des relations très apaisées. Moi, je m'entends très bien avec le CTO, même si en façade, on essaye
de montrer un peu d'animosité, de virulence, juste pour maintenir les équipes sous pression, mais en fait, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette. Et ben, il faut qu'on arrive à avoir ce même jeu d'influence et en fait de duo avec les autres partenaires, avec des acteurs externes. On citait les Big Five, on cite aussi des prestataires de sécurité pour qu'on soit aligné et non plus qu'on soit antagoniste sur les sujets. Fabrice, externaliser. Externalisation, d'abord, elle est choisie parce que quand on construit une équipe, le temps de trouver des ressources et d'internaliser, ça peut prendre du temps. Donc, on va commencer par de l'externe. Et puis après, le choix, il est simple. C'est que si on a besoin, enfin, si la compétence est une compétence qu'on souhaite avoir en interne pour la pérenniser, on internalise. Sinon, on continue à externaliser. Mais ce n'est pas uniquement au niveau de la direction cyber. Je veux dire, c'est toute la STEAM qui est confrontée à cette problématique du make or buy. Aujourd'hui, voilà, on s'est fixé un objectif au sein du comité de direction de la STEAM qui est d'avoir un make or buy de 70-30. Donc ça veut dire 7 internes, 3 externes. Donc c'est un petit peu notre stratégie vers laquelle on va parce que historiquement, le groupement aime bien faire par lui-même. Donc c'est dans notre ADN. Donc voilà. Donc moi, c'est plutôt une externalisation que je choisis parce que j'ai besoin d'une compétence que j'ai pas, parce que voilà, c'est un métier que je ne souhaite pas internaliser. Voilà, pour l'instant, on a fait le choix, par exemple, du SOC est totalement externalisé au groupement. J'ai pas envie d'avoir, pour l'instant, de collaborateurs internes sur ces sujets. Donc voilà, oui, Eric, justement, sur les SOC, par exemple, on voit quand même une tendance, on a fait plusieurs sondages au Césin là-dessus. La tendance est quand même assez majoritairement vers des SOC externes. Alors après, il y a des contraintes réglementaires pour que certains SOC soient plutôt internes ou hybrides. Mais du coup, le SOC, c'est quand même la grosse part de l'externalisation de la cyber, non ? Tout à fait. Et on voit que chaque entreprise a des cultures différentes et que le CISO doit s'adapter à cette culture. Et dans la culture de Schneider, c'est vraiment faire les choses en interne. Il y a très très peu d'externes. Il est vrai que pour des expertises comme pour le SOC, là on a un SOC qu'on pourrait qualifier d'hybride. Mais c'est presque une exception aussi pour certaines analyses stratégiques, bien qu'on garde à la fin la manette et notre analyse, on fait appel à des cabinets de consultants. Et je pense aussi que le rôle du Césin est important ici, de partager nos expériences, de pouvoir aussi faire notre propre raison ici. Maxime ? Chez Bell, on a énormément externalisé ces dernières années. Et en 2021, on a fait un petit retour arrière. On a relancé un plan d'internalisation. Pour quelle raison ? Elle est assez simple. Trop de turnover. Donc il fallait garder l'expérience chez nous et capitaliser sur un socle vraiment de gens qui ont à minima quelques années d'expérience. Donc on a réussi à internaliser en appâtant avec certaines particularités. On en parlera peut-être juste après, mais ça a plutôt bien marché. Ça peut être ça. Alors, j'avais une question sur le recrutement, mais on en a un peu parlé avec l'externalisation. Donc, si vous le permettez, celle-là, on ne va pas la traiter parce qu'on est un peu à la bourre. Ouais. J'aimerais qu'on parle de contrôle, moi, parce que j'ai un peu l'impression quand même qu'avec ce move to cloud, ces multiples externalisations, justement, mais pas que au niveau de la sécurité, au niveau de l'IT, cette supply chain, on se demande quelle est la longueur de la chaîne. Est-ce que finalement, c'est un leurre de dire que vous avez la cybersécurité sous contrôle ? Moi, je ne prends pas l'engagement. Si j'avais la cybersécurité sous contrôle, je retournerais élever des Aubrac en Auvergne. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait quand même, il y a quelques années, un sentiment de maîtriser, enfin, je ne reprends pas, je ne vais pas vous faire l'affront de vous citer les 10 commandements de M. Poupard, mais l'un des premiers d'entre eux, c'était de connaître ses assets. Aujourd'hui, connaître ses assets, personne ne connaît ses assets. Donc, est-ce que vous pouvez dire... Enfin, quel est votre sentiment finalement du RSSI de 2022 en termes de contrôle ? Est-ce que finalement vous êtes à l'aise en disant, bon, allez, je contrôle peut-être 30% du bousin, mais c'est les 30%
les plus sensibles? Ou est-ce que finalement, vous ne maîtrisez plus rien, quoi? On n'est plus dans ce fanatisme sur le contrôle. Le contrôle, pour moi, était associé quand même à une notion périmétrique. On avait le fameux château fort et on contrôlait l'intérieur du château fort. Aujourd'hui, plus personne ne parle de château fort. Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, on est plus sur une modélisation de la consommation de notre système d'information et pour essayer de mesurer les déviances. C'est plutôt ça l'aspect. Donc on parle moins de contrôle en cyber aujourd'hui que par le passé. Si on prend une analogie, ce qu'on nous demande, enfin ce que demande le COMEX, c'est pas un corps humain qui est enchâssé dans une armure ou un exosquelette qui fait qu'il ressent pas les coups. Non, ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est un corps qui puisse prendre des coups, mais en termes de résilience, continuer à avancer. Alors peut-être en mode dégradé, mais continuer à avancer. Donc on veut un système d'information qui soit capable de tourner, même s'il y a des virus, même s'il y a des intrusions. Alors pas bien sûr sur les systèmes vitaux, mais avec des intrusions, avec des systèmes non patchés. On doit avoir un système qui doit fonctionner, mais en mode dégradé, mais moins dans le contrôle. Je serais assez d'accord, et je serais assez d'accord que le paradigme a changé et qu'on est passé peut-être de l'aspect système à l'aspect données. Et donc on doit plus contrôler la donnée que justement que les systèmes sur lesquels ils sont hébergés. Et on évolue vers ça de plus en plus. Et je pense avec, comme tu l'as dit, avec des contrats qui vont bien avec les fournisseurs de cloud, on est vraiment là sur le process de gestion et de sécurisation de l'information. Et Fabrice, qu'est-ce que tu en peux fait, dire ce que je voulais dire, c'est on a beaucoup travaillé sur la chaîne amont avec nos juristes. On a mis en place des plans d'assurance cyber. Oui. On a travaillé sur des exigences contractuelles. On a essayé de mettre en place un certain nombre de supervisions de la cybersécurité. Et puis Log4j, et puis SolarWind, et puis Kaseya. Et on s'aperçoit qu'en fait, on devrait être amené aussi à avoir une chaîne de contrôle, si je te suis bien, qui va au-delà de la frontière de notre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que je sois en mesure d'aller chez Microsoft auditer parce que j'ai de l'Azure, chez mon fournisseur de robots, de robotisation de mes bases logistiques parce que c'est de là qu'il fait sa télémaintenance. Et je ne sais pas du tout dans quel contexte de sécurité il accède quand même à un système d'information qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en fait, on s'aperçoit que, on n'a pas les capacités. Déjà, moi, je n'ai pas les capacités humaines pour aller visiter. 2, on n'a pas. Contractuellement, c'est compliqué de négocier ces visites. Je ne sais pas du tout. Enfin, pour moi, aujourd'hui, sur cette nature de contrôle, on est un peu dans le flou. Je ne sais pas comment je vais gérer. Donc, on fait du préventif, on fait du détectif, on met des scénarios dans notre SOC, on essaye de détecter tout événement suspect, on fait du PAM, Voilà, on essaye de trouver des contre-mesures pour réduire le risque, mais pour moi, il y a quand même tout un pan où j'ai peur qu'on soit parfois victime collatérale d'un événement sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Moi, un vitron qui tombe, par exemple, ça va me mettre dans un merdier noir et je n'ai rien à dire à mes adhérents parce que mon système d'information fonctionne, mais chez mon partenaire que ça dysfonctionne. Si Microsoft demain nous refait comme en 2020 en nous disant j'éteins Azure parce que j'ai des problèmes d'énergie, je ne peux rien faire. Par contre, je sais ce que je vais perdre comme activité bénie. Alors, j'avais encore 2 ou 3 questions en réserve, mais je voudrais qu'on passe la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout? Alors, pardon, il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées. On aurait bien aimé parler d'entité de rattachement, on aurait bien aimé parler de recrutement, mais le temps presse. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je pose mon ultime question à mes oui, Pierre-Luc. Attends. Pour le recrutement, je peux bien partager mes trucs et astuces à la fin de la séance. Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer du monde? N'hésitez pas à venir me voir. Non, là, il y a eu beaucoup d'infos. J'en ai tenu 2, moi, qui m'ont un peu interpellé. Je crois qu'il y a l'évolution de la fonction de la cybersécurité,
sécurité SI, elle a de plus en plus une exigence, c'est de donner confiance à ses dirigeants. En gros, les aider à dormir tranquille. Le jour où il dit bah, fais ton boulot, je suis content, et puis je te fais confiance, là on a gagné énormément. Pas être en train de toujours d'aller expliquer, réexpliquer, etc. Ça, c'est un changement de posture qui a, à un moment donné, si on arrive à ça, c'est bien. Avec notamment une question de reporting sur ce niveau de confiance, de niveau de contrôle, comme tu l'as appelé, qui doit être mesuré, qui doit être quantifiable, démontrable. Et souvent aussi avec des tiers, pas qu'avec son management. Ça doit aussi être vrai vis-à-vis d'un comité d'audit externe, vis-à-vis d'un comité des risques, etc. Ça, c'est un changement de posture qui est important. Et le deuxième, ça a été dit à un moment, je crois, par Hervé, je crois qu'il y a une double posture maintenant dans le management au quotidien, et ça a un impact dans l'organisation. Alors même si c'est qu'un exemple dans ma structure, moi je faisais pendant 3-4 ans ce qu'on appelait gouvernance et programme de la cyber. C'était en gros tout sauf les opérations et l'architecture. Donc en gros un poste de RSSI, bon, bref, CISO. Et je me rendais compte mon équipe était perturbée par la dimension programmatique, organiser, planifier les choses, et puis les trucs qui vous tombent du matin au soir, il faut faire ceci, il faut faire cela, et c'est pour demain, etc. Et ce qu'on a fait cette année, on a coupé l'équipe en deux. On a dit, il y a une équipe qui va faire du programmatique, on ne les dérange pas, ils n'ont pas le temps, ils sont sous l'eau, mais voilà, on ne vient pas les déranger par le questionnaire de l'assureur, par le rapport à faire à l'autre, etc. Moi, j'ai gardé cette dimension, on l'appelait d'ailleurs risk management, et on ne fait que du on-demand. On est emmerdé tous les jours. Et c'est acquis. L'équipe, je leur ai dit, vous allez être sous stress. Vous allez avoir des demandes pour la veille, pour le lendemain, en permanence. Et ça, c'est un changement que j'ai fait cette année qui marche pas mal, mais il y a quand même de stress. Oui, à doter. Tu passes le micro, Pierre-Luc. Oui, moi je suis resté un peu sur ma fin parce que vous avez su parler de société, pas d'organisation. Quand on parle de la fonction cyber, on parle d'organisation parce que société, tout de suite ça fait société avec le chiffre d'affaires quid des autres organisations, le secteur public notamment. Tout ce matin aujourd'hui, c'est dans ces organisations-là et on se rend compte que il y a du chemin à parcourir. Donc je pensais avoir quelques éléments là-dessus aussi. Quelqu'un veut répondre ? Moi, je ne vais pas te répondre sur le secteur public, j'y ai jamais travaillé. Mais je peux te parler de mon organisation, si tu veux. Donc, l'organisation qu'on a mis en place au sein de la STEAM, elle est assez simple. J'ai 4 entités, finalement. Tu as une entité qui est dédiée autour de tout ce qui est la cyberdéfense, donc le SOC, l'administration au quotidien de la sécurité, la supervision. Tu as une entité qui est là pour intégrer la sécurité dans les projets, donc tout ce qui est analyse de risque et suivi du plan d'action jusqu'à la phase de run. Et puis on a une entité qu'on appelle gouvernance, risque et contrôle qui est là pour, faire l'analyse du risque systémique cyber dans l'entreprise, 2, conduire tout ce qui est l'intégration de la sécurité dans le cycle de développement et toutes les natures d'audit que l'on a. Voilà. La 4e entité que j'ai, c'est une entité de RSSI. Donc il y a un RSSI qui travaille pour la banque du groupement pour des raisons réglementaires. Et puis on a un RSSI dans la division industrielle pour des raisons géographiques. Voilà. Donc c'est ça l'organisation qu'on a mis en place, enfin les 3 pôles qui me rattachent directement. Et ensuite, par capillarité, on a de plus en plus de compétences au sein de cette organisation pour pouvoir traiter du risque cyber. Voilà. Oui, on est resté effectivement sur des grands principes. On n'a pas voulu rentrer dans le détail des organigrammes parce qu'il n'y a pas 2 organisations similaires. Et en plus, tout ça est éminemment fonction de la taille de l'entreprise. Quand Maxime nous parlera de son organigramme, je pense que ça ira assez vite. Il doit surtout nous parler de comment il fait pour recruter. Oui, alors 2 mots là-dessus. Comment tu fais pour recruter et garder les talents ? Non, en fait, on a eu un énorme support chez Bell. Alors, en fait, on attire comment ? On a du travail hybride, du full flex, mais pas que. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité à tous nos salariés de pouvoir travailler d'où ils veulent partout en France, avec quelques contraintes malgré tout. Il faut revenir à minima
une fois par mois au bureau. Dans les faits, c'est plus. Et on offre aussi la possibilité pour tous nos collaborateurs de travailler jusqu'à une semaine par mois dans n'importe quel espace de cowork de France. Donc quand on est dans la maison de vacances de Fabrice, je ne sais pas où. Là, à Saint-Flour. À Saint-Flour. Voilà. Saint-Flour, quand Il n'y a pas de coworking. Et qu'il y a un coworking et qu'on veut rester une semaine parce qu'on se sent bien et on bosse bien, on entend les petits oiseaux, et ben c'est possible en fait. Voilà. Il n'y a pas de fibre. Le challenge là-dedans, c'est comment on fait pour avoir un esprit d'équipe. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros challenge. On est en train d'essayer de trouver le bon curseur. C'est simple, qu'on remonte sur Paris tous. Moi-même, je vis dans le Finistère Sud. Et le siège est à Suresnes. Quand on remonte au bureau, on a une journée qui est entièrement dédiée. C'est une no meeting day, on va dire. Voilà. On rencontre les autres, on échange. On a viré toutes nos réunions. Déjà, on essaye de fédérer ça. On inclut dans ces journées-là nos prestataires. C'est pas des journées dédiées internes. Et donc, en fait, ces choses-là attirent beaucoup. Enfin, ces avantages, entre guillemets, attirent beaucoup. Par contre, c'est des gens... Il faut bien faire attention à qui on recrute. Il faut qu'ils aient le mindset pour ça. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui adorent aller au bureau 5 jours sur 7. Et il faut être très attentif à ça au niveau du recrutement. Aujourd'hui, moi, j'ai recruté 2 personnes. Il y en a un qui va 3 jours au bureau par semaine parce qu'il est très content. Et j'en ai un autre qui s'installe à Montpellier le week-end dernier. Donc, du coup, il est parti de Paris, il est parti s'installer à Montpellier. Ce qui est important là-dedans, c'est que toute la chaîne hiérarchique, de moi jusqu'à la DSI, jusqu'aux membres du COMEX, sont entièrement sponsors de ça. Il n'y a aucun blocage, il n'y a aucune personne ou aucune parole qui va dire « t'es en télétravail, t'es en télévacances ». De toute façon, on a tous prouvé que ça fait 2 ans, enfin pendant plus de 2 ans qu'on a bossé et encore mieux que d'habitude. Donc voilà, donc c'est notre méthode à nous. Alors, une question on peut-être. On a montré qu'on avait perdu en productivité. Il y avait une question là-bas, oui. Faites passer le Mistigri. Justement sur cet aspect, le télétravail, flex office, etc. Moi, je l'ai vécu, effectivement, la période Covid, où toutes les personnes de la SSI étaient devant leur PC à la maison. Je le vis aussi dans ma nouvelle entreprise, où effectivement, on a aussi beaucoup de flexibilité au travail. À la SSI, il y a un sujet où tout est lié. Celui qui va faire de la sensibilisation, il a besoin de savoir quels sont les types d'incidents pour orienter la stratégie ou les risques. Celui qui fait de la détection, il a besoin aussi de savoir... Voilà, le cyber by design, ce qui est remonté, Pas etc. d'apéro ce soir. C'est des équipes où on a vraiment besoin de communiquer énormément les uns avec les autres, quelle que soit sa taille, qu'on soit 30 ou qu'on soit 10. Ces différents métiers de gouvernance, de cyberopération ou cyberdéfense que vous avez appelé, voilà, je redis, de sensibilisation, culture change, on a besoin d'échanger énormément. Et moi, c'est quelque chose qui, je trouve ça très difficile à mettre en place, justement avec ce flex, cette organisation flex du travail. C'est vraiment une difficulté que je rencontre. Et je ne sais pas comment vous le mettez en œuvre pour qu'il n'y ait pas cette perte d'information et donc le fait que ces équipes bénéficient bien chacune du travail de l'autre. On échange énormément donc sur Teams comme tout le monde, mais on fait aussi des sessions inter-équipes dans lesquelles on parle de nos travaux. Dans mon équipe cyber-opérationnelle, ils ont des sessions tous les mois avec plusieurs équipes pour savoir sur quoi ils travaillent, etc., pour capter de l'information, pour améliorer nos règles de détection, rajouter des choses, enlever des choses. Donc en fait, il y a beaucoup d'échanges, peut-être informels là-dessus, mais pour capter ces informations-là. Et on cherche toujours le bon curseur. Hein. On n'a pas encore la formule idéale. Peut-être dans un an, je vous dirai si j'ai trouvé. Mais bon, on cherche tous. Là, on cherche tous, exactement. On cherche encore. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez été formidable.